السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية الجديدة إن شاء الله تعالى. بمناسبة حلول العام الجديد 2021 قررت أن أقرأ هذا الكتاب بعنوان Les sociétés et leur école en prise du diplôme et cohésion sociale من تأليف كل من فرانسوا دوبي، ماري دوروبيلا، وأنطوان فيريتو. إذن إن شاء الله تعالى سأسعى بإذن الله إلى قراءة هذا الكتاب هذه الليلة إن شاء الله. إذا استطعت سوف أكمله هذه الليلة بإذن الله على بركة الله. Introduction. Les responsables politiques ainsi que chacun de nous avons généralement la plus grande confiance dans l'éducation scolaire. La connaissance est supérieure à l'ignorance. Il est bon que tous les membres d'une même société partagent des valeurs communes. Les savoirs sont nécessaires à la croissance économique. Mais cette confiance va bien au-delà quand on est tenté de croire que l'école est capable de transformer les sociétés, de les rendre meilleures, plus justes et plus solidaires. On pense alors que le développement des systèmes éducatifs peut réduire les inégalités sociales, en offrant la connaissance à tous, en permettant à chacun de faire valoir son mérite et ses talents, en développant l'égalité des chances. L'école serait capable à chaque génération de redistribuer les individus dans les diverses positions sociales et d'accroître ainsi la mobilité sociale. Non seulement l'éducation serait favorable à la justice sociale, mais elle pourrait renforcer la cohésion des sociétés en développant les valeurs de la démocratie, de la tolérance, de la liberté, en confortant la confiance en soi et dans autrui. Le développement des systèmes scolaires ne créerait pas seulement du capital humain et des compétences utiles à la croissance économique, il rendrait aussi les sociétés meilleures et plus civilisées. Ne suffirait-il pas d'ouvrir une école pour fermer une prison? A priori, ces croyances et ces convictions ne sont pas discutables, notamment quand il s'agit des pays les plus pauvres, dans lesquels l'éducation de base est encore un bien rare. Il est évident que le savoir détache des croyances les moins fondées et les moins rationnelles en formant des individus plus autonomes. Le plus souvent, le niveau d'éducation des individus favorise leur tolérance, leur civisme et leur ouverture au monde. On voit bien aussi que ceux qui ont tenté leur chance à l'école parviennent parfois à échapper au destin social fixé par leur naissance. Il est clair enfin que les diplômes sont utiles à chacun de nous pour avoir un emploi et pour être mieux payé. Il est donc difficile de ne pas croire aux vertus du développement continu de l'éducation scolaire. D'ailleurs, les dirigeants qui en appellent à la société de la connaissance et les organisations syndicales qui réclament plus de moyens pour l'éducation partagent tous cette confiance dans l'école. Il ne s'agit donc pas de critiquer cette conviction commune, mais de regarder si elle vaut pour tout. De regarder si elle vaut partout et toujours en comparant les systèmes scolaires entre eux et les sociétés entre elles, afin de savoir dans quelles conditions il est réaliste et sage d'attendre autant du développement des systèmes scolaires. Pour répondre à cette question, se pose d'abord un problème d'échelle. Car ce qui vaut pour les individus ne vaut pas forcément pour les sociétés. On raisonne trop souvent en généralisant des expériences individuelles. Comme les individus les plus scolarisés sont mieux payés, il faudrait scolariser longuement tout le monde pour que chacun gagne plus. Comme il arrive que les enfants d'origine modeste obtiennent de grands succès scolaires, on multipliera ces succès en accroissant le rôle de l'école. Comme les individus les plus scolarisés sont plus libéraux et tolérants que les moins scolarisés, il se fait de garder les élèves plus longtemps à l'école. Tous ces raisonnements semblent frapper au coin du bon sens. Or, le fait de mieux payer les salariés les plus scolarisés ne signifie pas que les salaires augmenteraient si tous les salariés faisaient
faisait de plus longues études. Rien n'indique que l'école accroisse partout et toujours l'égalité des chances. Les hiérarchies scolaires peuvent être aussi rigides que les hiérarchies sociales et peut-être ne sont-elles pas plus justes, même quand elles semblent plus légitimes. Rien ne prouve que les compétences scolaires soient toutes et toujours utiles à l'activité sociale. Plus simplement, elles peuvent permettre de classer les individus, de sélectionner les élites et d'exclure les moins compétents. Quant aux valeurs et aux attitudes développées par l'école, elles ne se transforment pas nécessairement en un bien collectif puisque les sociétés les plus éduquées ne sont pas automatiquement les plus tolérantes, les plus paisibles et les plus cohésives. Malheureusement, bien des sociétés ouvrent à la fois des écoles et des prisons, et plutôt que de croire ou de ne pas croire dans les vertus du développement de l'éducation scolaire, il faut se demander par quels mécanismes et dans quelles conditions les systèmes scolaires sont en mesure d'affecter positivement l'intégration et la cohésion des sociétés. Cette interrogation est au cœur de ce livre. L'essentiel de la sociologie de l'éducation a longtemps été consacré à la question de savoir ce que la société faisait à l'école en montrant les effets des inégalités sociales sur la formation des inégalités scolaires. Tout en croyant aux vertus de l'éducation scolaire, on pense assez naturellement que les écoles sont le produit des sociétés auxquelles elles sont mécaniquement ajustées. Or, rien n'est moins sûr puisqu'il suffit d'observer que des sociétés relativement semblables en termes d'inégalité sociale et de valeurs ont construit des systèmes scolaires bien différents. Ainsi, les sociétés allemandes et françaises, ou bien américaines et canadiennes, sont relativement proches tout en ayant des systèmes scolaires assez contrastés en termes d'organisation, de production, d'inégalité et de style éducatif. Il existe une certaine distance entre les sociétés et leur école. Il n'est pas rare que certains systèmes scolaires soient plus inégalitaires que leur société, alors que d'autres sont moins inégalitaires que leur société. Il n'est pas rare non plus que certaines écoles développent des styles éducatifs relativement distants des valeurs et des attitudes qui dominent dans la société. Après tout, l'école américaine développe un style plutôt bienveillant et compréhensif à l'égard des élèves, tout en favorisant la concurrence et la compétition dans la vie économique et professionnelle. Ces quelques observations invitent à penser que si l'école n'est pas le clone de la société dans laquelle elle se trouve, il n'y a pas de raison de croire que les sociétés seraient à leur tour directement transformées par les pratiques et les politiques scolaires. Rien ne prouve a priori qu'une école relativement ouverte et équitable produise une société plus mobile et plus juste. En la matière, on peut faire l'hypothèse que tout dépend de la manière dont les sociétés utilisent les qualifications scolaires. Quand un pays considère que les diplômes doivent déterminer strictement les positions sociales, non seulement les inégalités scolaires jouent un rôle considérable dans le destin social des individus, mais on peut imaginer que les parents accentueront les écarts scolaires décisifs à leurs yeux si la totalité de l'avenir social de leurs enfants se joue à l'école. À l'opposé, les mêmes inégalités scolaires jouent un rôle bien différent dans un pays qui croit moins à l'école et développe d'autres systèmes d'accès à l'emploi et à un statut, le jeu scolaire, il sera plus détendu puisque l'accès à l'emploi passe par d'autres voies que l'école. Il ne faut donc pas s'intéresser seulement aux conséquences scolaires des inégalités sociales, mais aussi aux effets sociaux des inégalités scolaires. Et c'est dans le jeu de ces deux mécanismes, situés en amont et en aval de l'école, que se tiennent les plus grandes différences entre les pays. De la même manière, les attitudes et les valeurs promues par l'école ne deviennent pas forcément des valeurs collectives quand elles ne sont pas relayées par les sociétés, par les entreprises, les familles et les médias. Dans tous les cas, s'il faut tenir compte de ce que l'école fait, à ce qu'elle éduque bien et longtemps, il faut aussi évaluer ce que l'école
fait à ceux qui échouent et en sortent précocement. Un très bon enseignement supérieur offert à la moitié de la population peut dégrader sensiblement le sort et les conditions de vie de ceux qui n'y accèdent pas. Les relations entre les systèmes scolaires et les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent sont bien plus complexes et bien plus incertaines que nous pourrions le croire quand on pense que les systèmes éducatifs sont le simple produit des sociétés ou au contraire en affirmant que l'école a la capacité quasiment miraculeuse de transformer les sociétés. En effet, cette double croyance repose sur un principe de continuité de l'école et de la société, et c'est cette affirmation qu'il faut interroger, non pour démystifier les croyances communes, optimistes ou critiques, mais pour produire des connaissances raisonnables. Dès lors, il ne s'agit plus de comparer seulement des sociétés et des systèmes éducatifs, mais il faut s'intéresser aux manières dont les systèmes éducatifs et les sociétés s'accrochent les uns aux autres. Ni le déterminisme fataliste de la simple reproduction sociale, ni le volontarisme héroïque d'une école capable de changer le monde ne résistent aux faits. Et ces faits se révèlent dans la comparaison de pays relativement comparables. Pour saisir la nature des liens entre les sociétés et les systèmes scolaires, il faut donc confronter terme à terme certaines caractéristiques des sociétés et certaines caractéristiques des systèmes scolaires. Pour cela, nous commençons logiquement par cerner les sociétés et les écoles afin de les comparer entre elles. Les sociétés et les systèmes scolaires seront d'abord caractérisés en fonction de leur intégration, leur structure et leur degré d'inégalité, et de leur cohésion, les valeurs qui font lien. Nous essayerons ensuite d'en tirer analyse et conclusion en étudiant la nature et la force des relations entre les systèmes scolaires et les sociétés. Ce travail vise aussi à nous aider à penser plus rationnellement les politiques scolaires, plutôt que d'affirmer qu'il est bon de développer encore et toujours plus l'éducation scolaire parce qu'elle est bonne en soi. Il faut réfléchir sur les effets que l'éducation scolaire peut avoir sur la société, sur les parcours sociaux des individus et sur les valeurs qui font lien dans les pays riches et déjà scolarisés. Chapitre 1er. Intégration et cohésion. C'est une gageure que d'essayer de comparer des sociétés et des systèmes scolaires, car ceci implique nécessairement d'appauvrir la réalité en prenant le risque de n'en retenir que quelques caractéristiques aisément identifiables et comparables entre elles. Chaque société et chaque école sont si profondément singulières que la comparaison de deux pays exigerait une érudition telle que toute la vie d'un chercheur n'y suffirait pas. Pour élargir l'analyse à un grand nombre de pays, il faut donc se résoudre à adopter une focale grossière conduisant à isoler quelques éléments relativement stables sur lesquels appuyer une comparaison raisonnée et nécessairement limitée. Nous devons garder à l'esprit que cette réduction laisse de côté une grande part de la réalité et de la singularité des sociétés et des systèmes scolaires. Nous retiendrons deux grandes façons de caractériser les ensembles sociaux. La première est celle de l'intégration. Elle consiste à décrire les systèmes sociaux et les systèmes scolaires par leur structure, c'est-à-dire par la distribution objective des positions sociales. Inégalité sociale et scolaire, taux d'emploi des femmes, transferts sociaux, niveau des élèves. La seconde est celle de la cohésion. La cohésion correspond à ce que David Lockwood nomme intégration sociale, social integration and system integration. La cohésion a défini les attitudes, les valeurs et les dispositions favorables à la coopération et à la confiance et à la tolérance qui forment notamment ce qu'on appelle aujourd'hui et de manière globale la confiance
et le capital social. De ce point de vue, les sociétés ne tiennent pas seulement par leur structure, elles tiennent aussi par la nature des relations que tissent les individus entre eux et avec les institutions. Sans doute, de façon très schématique, on peut donc caractériser les diverses sociétés et les divers systèmes scolaires par la manière dont ils combinent intégration et cohésion sociale, ou plus exactement des indicateurs d'intégration et des indicateurs de cohésion qui en donnent la contrepartie observable. Intégration. Des sociétés peuvent être globalement comparables par leur structure, c'est-à-dire par le système des statuts et des positions qu'elles attribuent aux individus. Elles sont alors caractérisées par l'ampleur de leurs inégalités et par le dynamisme du marché du travail. Dans cette perspective, plus le chômage est faible et les inégalités sociales limitées, plus on peut considérer qu'une société est intégrée puisque chacun y a une place et une fonction et puisque les positions sociales ne sont pas trop éloignées les unes des autres. Mais ces deux dimensions ne vont pas forcément ensemble. Certaines sociétés peuvent être inégalitaires et donner des emplois à tous, comme les États-Unis avant la crise de l'automne 2008, alors que d'autres peuvent donner des emplois plus sûrs et moins inégaux, tout en ayant un taux de chômage plus élevé, comme c'est le cas de la France. D'autres pays encore semblent capables de donner de l'emploi à tous tout en étant égalitaires, les sociétés scandinaves par exemple. Et alors que certains échouent sur les deux tableaux, comme les pays de l'Europe centrale et du sud du continent, cette caractérisation est cependant extrêmement grossière et appelle un grand nombre de questions relatives à la nature des emplois qui peuvent être plus ou moins précaires, au sort fait aux femmes et aux migrants. S'il est difficile de considérer que certaines sociétés sont meilleures que d'autres, on peut toujours montrer qu'elles ne sont pas intégrées de la même façon quand, par exemple, les unes échangent des inégalités assez fortes contre le plein emploi, alors que d'autres choisissent d'échanger la sécurité du plus grand nombre contre le chômage endémique d'une partie de la population. Cette caractérisation de l'intégration des sociétés étant extrêmement sommaire, il importe de la préciser en se demandant quel rôle joue l'État-providence, la législation du travail et la sécurisation des statuts. On sait que les inégalités de revenus ne sont pas les seules inégalités et l'on doit aussi mesurer celles qui distinguent les groupes entre eux. Les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les autochtones et les étrangers, et bien d'autres formes d'inégalités encore. Il importe aussi de savoir dans quelle mesure des variables globales, comme la richesse ou la taille des pays concernés, peuvent jouer un rôle dans l'intégration des sociétés. Cette manière de faire conduit souvent à ranger les sociétés sur une échelle d'intégration. Il n'est guère possible de faire autrement quand on joue avec les indicateurs statistiques disponibles, mais on doit se méfier d'un effet palmarès car il est bien évident que l'intégration sociale ne saurait se limiter au taux d'emploi et aux échelles d'inégalité. Certains pays peuvent présenter des écarts d'inégalité régionale prononcés que les statistiques agrégées par pays effacent. D'autres encore peuvent présenter des inégalités d'emploi élevées entre la ville et la campagne sans que l'on puisse en déduire que les inactifs des campagnes ne sont pas intégrés autrement que par les emplois salariés. Le même type de critère permet de caractériser les systèmes scolaires en termes d'intégration. Une école qui scolarise longtemps les élèves et qui les scolarise de manière commune est plus intégrée qu'une école qui les sélectionne précocement et dans laquelle nombre d'élèves sortent sans diplôme
au terme de l'école obligatoire. De la même manière qu'une société, une école peut être plus ou moins inégalitaire. Elle peut offrir un niveau de connaissance moyen plus ou moins élevé et surtout elle peut engendrer de plus ou moins grandes inégalités de performance et de parcours entre les élèves. Plus un système scolaire offre un niveau d'éducation moyen élevé, plus il est probable que la distribution des résultats scolaires entre les meilleurs et les moins bons des élèves est étroite. Et plus on pourra considérer que ce système est intégré, car il offre des biens scolaires communs assez largement répartis tout en limitant l'inégalité de leur distribution. Ce sont généralement les qualités d'ensemble dotés les systèmes scandinaves. En revanche, quand un système ne retient pas les élèves longtemps et ouvre largement l'éventail de leurs performances, si l'éducation de base est faible, alors que des universités sont excellentes, on peut le tenir pour beaucoup moins intégré en croisant les taux de scolarisation avec le niveau des inégalités scolaires. Il en découle, comme pour les sociétés, plusieurs modalités. Il existe des systèmes développant une forte scolarisation tout en étant plus ou moins inégalitaires et des systèmes scolarisant moins longtemps, moins d'élèves tout en étant eux aussi plus ou moins inégalitaires. Les diverses configurations de l'intégration scolaire dépendent d'une série de facteurs et de conditions tenant à l'organisation des systèmes éducatifs. Quelle est la longueur de la scolarité commune? Quelle est la part du privé? Quelle est l'architecture globale du système? Quel est le degré de centralisation et celui de l'autonomie des établissements? Si l'on tient compte de toutes ces caractéristiques ainsi que la place de la formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie, il est possible d'élargir la définition de l'intégration scolaire. Même s'il est raisonnable de faire l'hypothèse qu'il y a des liens entre l'intégration des sociétés et celle des systèmes scolaires, on peut se demander si ces liens sont constants et homogènes. Il est possible que les sociétés ne donnent pas à l'école exactement la même place et la même fonction. Et c'est évidemment dans les écarts que se jouent les comparaisons des diverses formes d'agencement entre les sociétés et leur école. Les dimensions de l'intégration ne se recouvrent qu'imparfaitement et certaines sociétés peuvent être moins intégrées que leurs écoles, alors que d'autres sont dans la situation opposée. Les pays scandinaves scolarisent beaucoup avec peu d'inégalités scolaires, alors que les États-Unis, par exemple, scolarisent tout autant, mais en créant bien plus d'inégalités de performance entre les élèves. Ceci peut sembler évident puisque la société américaine est bien plus inégalitaire que les sociétés scandinaves. Mais ce n'est pas aussi simple, car nous verrons qu'au sein même des sociétés comparables, du point de vue des inégalités sociales, les inégalités scolaires sont extrêmement variables. L'école allemande est plus inégalitaire que l'école française, qui est elle-même plus inégalitaire que l'école finlandaise. Cohésion. Il existe une très abondante littérature sur la cohésion sociale, définie autour des valeurs, des traditions culturelles et des histoires politiques des sociétés. Afin d'assurer leur unité, les sociétés misent plus ou moins sur les vertus attribuées au marché, à l'action de l'État, au sentiment d'appartenance culturelle ou aux accords négociés entre les partenaires sociaux. Tout dépend de la genèse historique et politique des États-nations modernes. Il est bien évident, par exemple, que la Grande-Bretagne a fait confiance au marché et à la common law, là où la France a cru d'abord dans le colbertisme économique et l'universalisme républicain. Certaines sociétés sont culturellement homogènes, d'autres le sont moins. Certains sont liés par la religion, d'autres par des vertus plus civiques. On peut alors caractériser les pays en fonction de leur régime de cohésion sociale.
Dans la mesure où l'on est convaincu que les croyances et les valeurs partagées jouent un grand rôle dans le développement économique des sociétés, la notion de cohésion sociale s'est aujourd'hui imposée comme un outil clé des agences et des organismes internationaux soucieux de la gouvernance de sociétés que la mondialisation a placé simultanément en concurrence et dans une obligation de coopération. Aussi, les responsables politiques, les sociologues, les experts des grands organismes internationaux comme l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale parlent de plus en plus de cohésion sociale. Sauf à considérer qu'il s'agit là d'une mode ou d'une simple ruse néolibérale, on peut raisonnablement penser que la notion de cohésion est différente et complémentaire de celle d'intégration. Alors que l'intégration fait que les sociétés tiennent par le système et par le jeu des positions sociales, la cohésion suppose qu'elles tiennent par un ensemble de valeurs, de représentations et de croyances développant le civisme, la solidarité, la confiance en soi, dans les autres et dans les institutions. La notion de cohésion sociale invite à considérer que les sociétés sont ordonnées et dynamiques parce que les individus possèdent les qualités et les vertus qui leur permettent de vivre ensemble harmonieusement et de développer les conduites qui assurent la solidarité, nommée dans ce cas cohésion. Les individus sont actifs, engagés dans des réseaux de relations, inclus dans des groupes qui sont autant de ressources, et ce sont les liens sociaux plus que les positions sociales qui assurent la densité et l'unité de la vie sociale. Dans ce cas, la confiance en soi, dans les autres et dans les institutions apparaît comme une vertu cardinale. Non seulement elle accroît les relations, le civisme et la vie associative, mais elle renforce le capital social qui est tenu pour un des facteurs essentiels du développement et de la croissance. Nous pourrions sans doute nous livrer à une critique idéologique et politique de la notion de cohésion, et surtout de son succès afin de montrer comment, derrière des outils a priori techniques, elle porte avec elle une image des sociétés modernes et libérales. Sans aller très loin dans cette voie, force est de remarquer que les analyses de la cohésion privilégient un ensemble de critères caractérisant généralement les sociétés associant les vertus du dynamisme libéral à celles de la solidarité sociale démocrate. Elles sont actives, confiantes, solidaires, tolérantes, profondément démocratiques. Dans un ouvrage qui a rencontré un certain écho, Algan et Cahu montrent à partir des enquêtes internationales relatives aux valeurs que les Français ont faiblement confiance dans le système politique, dans les institutions et dans les autres. Ils expliquent que ce déficit de confiance qui, à terme, engendre du chômage et des inégalités, procède d'un certain corporatisme typique de notre pays, découlant de la multiplicité des régimes de protection et des attentes excessives à l'égard de l'État. Pour créer la confiance, il faudrait rendre l'État plus actif que protecteur. Dans tous les cas, la cohésion et la morale de la société civile, ce qui en fait une notion technique et un modèle normatif, une série d'indicateurs bien plus qu'un concept précis. Ceci aboutit à quelques paradoxes, puisque les sociétés qui répondent le moins à ces valeurs, ancrées dans le nord de l'Europe, seront perçues comme peu cohésives. C'est le cas de pays comme la Corée et le Japon, dont nous aurions cependant du mal à penser qu'ils ne sont pas tenus par une forte adhésion à des valeurs communes. De même, nous pouvons ne pas apprécier le poids des valeurs dominant certaines sociétés traditionnelles, profondément religieuses et autoritaires, mais il serait difficile de ne pas les trouver cohésives si nous délaissons un moment l'ethnocentrisme des sociétés modernes, démocratiques et libérales, qui définissent les outils du benchmarking et le palmarès de la cohésion. De la même manière
que l'intégration sociale, la cohésion des sociétés doit être expliquée par d'autres facteurs ou d'autres causes qu'elles-mêmes. On doit notamment se demander quels sont les modèles culturels et les traditions politiques qui expliquent que les sociétés développent plus ou moins de confiance, de réseau et de capital social. On doit essayer de savoir pourquoi les sociétés sont plus ou moins solidaires et actives. On sait, après les analyses de Crozier sur la société bloquée, que la confiance des Français dans les États, ou bien dans l'État, les conduit à privilégier la défense des possessions acquises ou héritées plutôt qu'à s'engager dans une vie démocratique et communautaire active, acceptant les relations conflictuelles de face à face. On sait à l'opposé que l'image tocquevillienne de la démocratie locale américaine repose a priori sur une forte cohésion sociale. Pourtant, on doit se méfier de ces clichés car, moins cohésive que les États-Unis, la France a des taux de criminalité bien plus faibles que ceux des États-Unis. Où la densité des liens communautaires n'empêche pas les communautés de se défier les unes des autres. C'est d'ailleurs une des limites de la théorie du capital social mise en évidence dans les derniers travaux de Putnam lui-même. À côté de la cohésion sociale, définie comme un ensemble d'opinions et de représentations sociales, il faut donc ne pas oublier les indicateurs plus objectifs et moins volatiles. En effet, le thème de la cohésion sociale semble parfois bien idéologique lorsqu'il postule que les meilleures des sociétés sont celles qui ont les attitudes les plus conformes à l'idéal d'une vie sociale engendrée par la seule force de sa confiance et du capital social. Bref, une vie sociale qui aurait toutes les vertus du capitalisme, le dynamisme et le goût de l'innovation sans en avoir les défauts, l'égoïsme et la brutalité des relations entre les groupes et les individus. Mais ces remarques et ces interrogations ne suffisent pas à invalider la notion de cohésion sociale, surtout quand on s'intéresse à l'éducation et donc à la nature des valeurs transmises par l'école. Il reste que nous ne pouvons établir de comparaison qu'à l'aide des outils disponibles. Les grandes enquêtes sur les valeurs et les attitudes des individus appuyées sur une conception moderne de la cohésion. Sur cette base, il est possible de définir la cohésion sociale par deux grandes familles de variables. 1. La première famille de variables, le capital social, la densité des relations de la vie associative et les ressources relationnelles des individus. 2. Deuxième famille de variables, la confiance dans les institutions sociales et politiques dans les autres, et la confiance en soi-même et dans son avenir. Souvent, les deux dimensions sont si fortement articulées qu'elles se mêlent et la cohésion sociale est alors définie comme les réseaux qui relient entre eux les membres d'une société et les normes de réciprocité et de confiance qui en découlent. L'intérêt de la notion de cohésion vient moins de ce qu'elle nous apprend que de ce qu'elle se distingue de celle d'intégration. En effet, il pourrait sembler que la cohésion soit une simple conséquence de l'intégration sociale. Il suffirait que chacun ait une place et que ces places soient relativement égales pour qu'une société soit automatiquement cohésive. Nous verrons qu'il n'en est rien car du point de vue des indicateurs de cohésion, les sociétés semblent bien différentes et surtout fait essentiel pour notre propos. Les sociétés les plus intégrées ne sont pas nécessairement les plus cohésives. La cohésion n'est donc pas réductible au versant subjectif de l'intégration, à une manière de dire la même chose. À l'aune de quelques indicateurs, certaines sociétés paraissent peu intégrées et très cohésives, comme les États-Unis, alors que la France semble bien plus intégrée et bien moins cohésive. La relative indépendance de ces deux dimensions montre, pour le moins, qu'il n'est pas absurde de les distinguer afin d'essayer de caractériser, même grossièrement, les sociétés à partir de leur score sur des échelles d'intégration et de cohésion.
La caractérisation des ensembles sociaux en termes de cohésion peut s'appliquer au système scolaire dont la fonction ne consiste pas seulement à distribuer les élèves selon une hiérarchie des mérites et des compétences. À travers leurs traditions et leur style pédagogique, les écoles éduquent, elles forment des individus, des citoyens, des sujets, peu importe comment on les nomme, qui acquièrent un certain nombre de valeurs et de dispositions subjectives. Ainsi, il est possible de caractériser les systèmes scolaires en fonction des attitudes que manifestent les élèves. Certains systèmes sont très cohésifs, créent de la confiance, de l'esprit de groupe, et d'autres le sont beaucoup moins. Comme pour les sociétés, intégration et cohésion scolaire ne sont pas nécessairement associés, alors que certains systèmes scolaires paraissent relativement bien intégrés grâce à une longue scolarité commune et à de faibles inégalités, les élèves ne se sentent pas véritablement appartenir aux établissements. Ils n'ont guère confiance dans leurs enseignants, leurs camarades et en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance dans l'avenir et craignent que leur diplôme ne leur donne pas de travail. Les travaux de Cécile Van de Velde sur les jeunes de quelques pays européens mettent bien cette dimension en lumière. Comparés à leurs camarades anglais et danois, les jeunes français n'ont guère confiance en eux et dans leur avenir. Au fond, ils attendent trop de l'école pour croire en eux-mêmes. En revanche, des systèmes scolaires plus inégalitaires peuvent développer des attitudes de confiance et de cohésion bien plus nettes que celles des systèmes plus égalitaires. La cohésion scolaire procède évidemment de la cohésion générale des sociétés, mais là aussi, l'engendrement n'est pas un clonage. Nous verrons que certaines écoles sont plus cohésives que leur société, alors que d'autres le sont moins. L'emboîtement des écoles dans les sociétés n'est pas un mécanisme rigide. Nous essayerons donc de caractériser les sociétés et les systèmes scolaires par la manière dont ils combinent leur intégration et leur cohésion, leurs inégalités et leurs valeurs, puisqu'il n'y a pas de continuité et d'association nécessaire de loi dans la caractérisation des ensembles sociaux. Les sociétés peuvent être plus ou moins intégrées et ou cohésives, de la même façon que les systèmes scolaires peuvent être plus ou moins intégrés et ou cohésifs. Nul doute que ces dimensions sont un appauvrissement considérable de la réalité et de la singularité des diverses sociétés retenues dans cette recherche. Mais la comparaison raisonnée exige de s'appuyer sur ces épures afin de mettre en évidence la diversité des cas. C'est la distance qu'il peut y avoir entre les sociétés et leurs écoles et qui est sociologiquement intéressante. Elle exige que nous sortions de l'image trop simple du clonage et de la reproduction sociale et culturelle par l'école pour mettre en évidence la diversité des modes d'articulation entre les sociétés et les systèmes scolaires. Articulation, emprise et paradoxe. Une fois les sociétés et les systèmes scolaires caractérisés sous le double registre de l'intégration et de la cohésion, les problèmes commencent. Pour éclairer quelques paradoxes relatifs aux effets sociaux de l'éducation, ce sont les processus d'articulation entre les sociétés et leurs écoles qui doivent être au cœur de l'analyse. Articulation. Les sociétés les plus intégrées, en fonction des critères retenus ici, ne sont pas toujours associées aux systèmes scolaires les plus intégrés. Bien sûr, certains ensembles sociaux paraissent relativement homogènes, comme le sont les sociétés scandinaves, fortement intégrées, marché du travail dynamique et faible inégalité, tout en développant une grande cohésion sociale mesurée à l'aune des indicateurs choisis. Dans ce cas, les écoles présentent les mêmes caractéristiques que les sociétés. Elles sont intégratrices, elles scolarisent beaucoup et longuement les élèves,
et faiblement inégalitaires. Par ailleurs, elles sont cohésives si l'on en croit les attitudes confiantes des jeunes. Il existerait alors une continuité entre les sociétés et leur école, ce qui ne veut pas dire pour autant euh, que tout, que tout y soit parfait. Mais on comprend pourquoi ces sociétés-là sont souvent tenues pour des exemples à suivre par les grands organismes internationaux comme l'OCDE. Quel pays n'a pas été invité à se comparer à la Finlande afin de l'imiter? Cependant, il existe des articulations paradoxales entre les sociétés et leur école. La figure la plus nette de cette situation est celle des États-Unis, où les inégalités sont fortes dans la société, moins fortes à l'école, alors que les attitudes mesurant la cohésion sociale sont extrêmement élevées dans la société, mais plus faibles à l'école. Ici, on note plutôt une contradiction entre la structure sociale et les croyances communes, rappelant les célèbres analyses de Merton, Robert Merton, concernant l'anomie des valeurs communes se heurtent aux inégalités sociales, ce qui crée de fortes tensions et de la déviance. L'école paraît alors distante, sinon totalement indépendante de la société. Cette distance est encore plus grande dans un pays comme le Canada, où au contraire des États-Unis, les inégalités scolaires sont très nettement plus resserrées que les inégalités sociales. À l'opposé du cas nord-américain, il y a par exemple celui de l'Allemagne. Les inégalités sociales y sont relativement faibles, la cohésion sociale moyenne, alors que l'école est inégalitaire et que les attitudes scolaires manifestent un faible sentiment de cohésion. La France appartient à cette famille de cas paradoxaux. Pour ce qui est des inégalités, les inégalités sont sensiblement plus élevées à l'école que dans la société, alors que les attitudes fondant la cohésion sont relativement plus négatives à l'école que dans la société. L'Italie est presque à l'opposé de la France, puisque l'amplitude des inégalités scolaires y est sensiblement plus resserrée que celle des inégalités sociales, alors que la cohésion est élevée à l'école et bien plus faible dans la société. En définitive, il est rare que les sociétés et les écoles se ressemblent parfaitement, la continuité de la société et de l'école n'étant pas la règle générale. Il faut donc expliquer comment fonctionnent des ensembles sociaux a priori peu cohérents et c'est sans doute dans la nature des liens entre l'école et la société qu'il faut chercher quelques réponses. Emprise. Afin d'expliquer pourquoi les inégalités scolaires sont soit plus accentuées, soit plus réduites que les inégalités sociales, il faut analyser les modes d'emboîtement lâche ou serré des écoles dans les sociétés. En ce domaine, tout dépend de la fonction attribuée au diplôme et de leur emprise sur l'affectation des individus aux diverses positions sociales. Un certain nombre de recherches mettent bien en lumière la diversité des configurations nationales en ce qui concerne l'intensité des liens entre les qualifications scolaires et les hiérarchies sociales, notamment avec les niveaux de revenus. Partout ce lien est positif. Partout, les diplômes payent, mais leur utilité sociale varie sensiblement d'un pays à l'autre, puisque l'impact du diplôme sur l'emploi et les revenus n'est pas de même ampleur dans toutes les sociétés. Dans certains pays, les diplômes créent relativement peu d'inégalités de revenus, alors que dans d'autres, ils en créent beaucoup. Ils creusent bien plus les écarts à l'est ou au sud de l'Europe qu'au nord, et ceci dépend à la fois de la structure des systèmes scolaires et de celle des emplois et des salaires. La capacité des diplômes à régir l'accès aux emplois, redoublée par la croyance dans la justice de l'allocation des places sociales par les diplômes, conduit les acteurs à beaucoup investir dans les études qui semblent seules capables de donner un emploi et un emploi honorable. Dans cette hypothèse, plus les études sont socialement rentables, plus la structure sociale est rigide, plus les inégalités de revenus sont transmises d'une génération à l'autre.
Le crédentialisme, défini comme la croyance dans la justice et dans l'efficience économique des qualifications scolaires, croyance qui se traduit à son tour par des relations étroites entre les diplômes et les emplois, accroît l'influence des inégalités sociales sur les inégalités scolaires, puisque chacun sait qu'il joue gros dans l'éducation. Dès lors, les effets des inégalités scolaires s'en trouvent accentués et le système de reproduction se boucle dans la mesure où les inégalités scolaires sont fortement déterminées par les inégalités sociales. Et comme les acteurs savent que l'emprise des qualifications scolaires est forte, la foi dans les diplômes a toutes les chances d'accentuer la concurrence scolaire au profit de ceux qui étaient déjà les plus favorisés. De plus, la concurrence scolaire au sein d'une école de masse peut être délétère quant aux attitudes et aux valeurs de la cohésion. On aurait assez peu confiance dans les maîtres, dans l'école et en soi-même quand on pense que tout se joue à l'école et que les camarades sont aussi des rivaux. Ce mécanisme de forte emprise est caractéristique de la société française, dans laquelle on croit volontiers que tout le destin des individus se joue dans leurs études. Non seulement on le croit, mais on pense aussi que la transmission par les diplômes est plus juste que la transmission des fortunes où l'on ne se donne que le mérite d'être né. La réussite par le biais du mérite scolaire y semble plus juste que la réussite par le mérite économique et professionnel. On comprend pourquoi la théorie de la reproduction est née en France et pourquoi elle y a eu autant d'échos, puisque la mobilité scolaire a pu y être pensée comme l'alpha et l'oméga de la mobilité sociale. On a longtemps fait comme si l'étude des inégalités devant l'école suffisait à appréhender toute la mobilité sociale et comme si rien ne bougeait après l'école. D'autres sociétés sont caractérisées par des liens plus détendus entre les diplômes et la répartition des individus dans les diverses positions professionnelles. La compétition scolaire est moins vive car on imagine que l'on peut toujours jouer d'autres cartes que celles de l'école et le style pédagogique y est plus favorable à la cohésion que dans les pays à reproduction serrée. Ceci ne signifie évidemment pas que ces sociétés soient nécessairement plus justes que les précédentes et qu'elles connaissent plus de mobilité sociale, la reproduction sociale pouvant se faire par d'autres voies. En effet, l'école n'est pas le seul appareil social chargé de distribuer les individus dans la structure des emplois. Le système de formation professionnelle peut jouer un rôle décisif en atténuant les effets des inégalités scolaires. C'est le cas en Allemagne, où le paradoxe constitué par la juxtaposition de fortes inégalités scolaires et de faibles inégalités sociales pourrait s'expliquer par la nature des relations industrielles, par la qualité du système de formation professionnelle et par les possibilités de mobilité au cours de la vie active qui réduisent les conséquences sociales des écarts creusés par l'école. Quand l'école se voit attribuer la responsabilité d'être la seule ou la principale institution chargée de hiérarchiser les individus afin de les répartir dans la structure sociale, les effets des classements scolaires sont beaucoup plus lourds que dans le cas où d'autres systèmes de formation et de promotion interviennent dans le cours même de la vie professionnelle. Ainsi, les effets inégalitaires des sélections scolaires peuvent être atténués ou compensés par de nouvelles opportunités de formation. La comparaison serrée des divers pays montre que les modalités de l'emprise du diplôme sont des constructions historiques et institutionnelles complexes et qu'elles dépendent de la valeur attribuée au mérite scolaire. Il convient cependant de se garder de jugements trop tranchés car il est clair que l'on ne gagne jamais sur tous les tableaux. Il arrive que l'école soit moins injuste que la société et que celle-ci se venge en construisant d'autres filtres
comme les relations personnelles qui ne sont certainement pas plus justes que les diplômes. Quoi qu'il en soit, l'emprise est une variable intermédiaire décisive entre l'école et la société. Paradoxe. De la même manière que l'on se demande dans quelle mesure les inégalités scolaires se transforment en inégalités sociales, on doit s'interroger sur les paradoxes de la cohésion sociale. Les bons sentiments de la cohésion sociale ont-ils autant d'effets sociaux que l'on suppose parfois? Les travaux de Green ont mis en évidence l'un de ces paradoxes. C'est ainsi que des pays ayant des scores de cohésion élevés, selon les enquêtes internationales, portant sur les valeurs comme les pays scandinaves, le Canada et les États-Unis, présentent des taux de criminalité extrêmement différents, élevés aux États-Unis, moyens au Canada et faibles dans les pays du nord de l'Europe. Il faut donc croiser les indicateurs de cohésion habituels donnés sous ce vocable par les enquêtes internationales avec d'autres variables plus objectives comme la déviance, le civisme, la corruption, les familles monoparentales afin de savoir dans quelle mesure les attitudes qui définissent la cohésion affectent les pratiques réelles des individus. Il n'est pas certain que les opinions et les croyances soient le reflet des relations sociales. Peut-être sont-elles des représentations plus ou moins idéalisées de sa propre société. À un niveau plus fin, la cohésion peut aussi varier selon les échelles d'observation. On choisit d'aider et de soutenir ceux qui nous ressemblent tout en se méfiant et en s'isolant des autres. Le capital social jette des ponts entre les individus et il soude les groupes et les communautés par des relations de confiance et d'entraide. Mais à l'opposé, plus il soude les communautés, plus il peut fermer des portes puisque je ne fais confiance qu'à ceux qui me sont proches et me ressemblent selon une dialectique des liens forts et des liens faibles bien établis par Granovetter. Le même type de paradoxe vaut pour l'intégration, notion également composite et qui peut s'appréhender diversement à des différentes échelles. Il est rare qu'un indicateur moyen d'intégration calculé au niveau d'un pays ne masque pas des écarts importants comme le montre le cas des étrangers dans les pays scandinaves ou celui des jeunes en France qui sont souvent plus mal lotis que leurs semblables de sociétés cependant moins égalitaires. Bien d'immigrants rêvent plus du Royaume-Uni inégalitaire que de la France égalitaire. Bien des jeunes Français préfèrent le travail précaire de la région de Londres au chômage protégé de la région parisienne. On ne doit jamais oublier que les statistiques donnent des moyennes et que celles-ci effacent les dispersions des situations et des conditions. Ainsi, une société globalement égalitaire peut réserver un sort profondément défavorable à tel ou tel sous-groupe sans que ceci affecte sensiblement la moyenne. Un autre type de paradoxe concerne les décalages possibles et même fréquents entre la cohésion et l'intégration selon qu'on les appréhende au niveau individuel ou au niveau d'un pays. Par exemple, il est bon pour chaque jeune d'obtenir le baccalauréat, puisque à titre individuel, on s'en sort mieux avec le bac que sans. Mais il faut alors gérer un double effet collectif, celui de la d'évaluation des diplômes, puisque ceux-ci tendent à perdre de leur valeur en se multipliant, et celui de la marginalisation accrue des élèves qui n'obtiennent pas le baccalauréat. Ces décalages de prime abord étonnants entre effet individuel et effet collectif renvoient à la notion classique de paradoxe écologique, c'est-à-dire au fait que les phénomènes collectifs ne sont pas la somme arithmétique des effets individuels. Après tout, s'il est bon pour chacun de se déplacer en voiture, nous savons bien que si tout le monde le fait, ce n'est bon ni pour la capacité de se déplacer, les embouteillages se multiplient, ni pour l'environnement. Quand on s'intéresse à l'éducation, il faut avoir constamment
à l'esprit les deux grands modèles que pointe l'OCDE. Dans le modèle absolu, l'éducation renforce les compétences techniques et les attitudes jugées positives des individus dans ce cas. Dans ce cas, l'augmentation globale du niveau d'éducation conduit à l'accroissement global du bénéfice attendu. Plus de progrès techniques et plus de confiance démocratique dans toute la société. On est ici dans un jeu à somme positive puisque tout le monde y gagne. Dans le modèle relatif, le niveau d'éducation en changeant la place de l'individu dans la hiérarchie sociale peut générer des bénéfices pour les uns mais entraîner des pertes pour les autres. Par exemple, il permet à ceux qui en bénéficient de se placer plus facilement aux dépens des autres. On est alors dans le cas d'un jeu à somme nulle avec des gagnants et des perdants. Dans cette perspective, l'éducation scolaire est un bien relatif. Elle peut avoir un effet positif pour ceux qui l'acquièrent et disqualifier plus encore ceux qui ne l'ont pas. De manière générale, les effets de l'éducation doivent être appréhendés selon une multiplicité de perspectives. Certains de ces effets peuvent être jugés positifs au niveau des personnes et plus problématiques au niveau du pays, sachant qu'il serait étonnant que tous les bénéfices soient perçus de la même manière par tout le monde. Par exemple, certains penseront qu'il est bon que le niveau d'éducation des femmes fasse baisser le taux de fécondité, mais au même moment, on s'inquiétera aussi des conséquences démographiques d'une fécondité trop faible. D'autres se féliciteront de ce que l'éducation rende les individus plus critiques à l'égard de l'autorité, mais au plan collectif, ils s'inquiéteront de la perte de légitimité des institutions, à commencer par celle de l'école elle-même. Ou encore, la plupart des gens penseront qu'il est bon que le niveau d'éducation des parents d'élèves, leur aspiration pour leurs enfants, le niveau d'éducation des parents élève leurs aspirations pour leurs enfants, mais au niveau collectif, on pourra craindre que l'effet produit soit une compétition scolaire et sociale encore plus dure. Plus généralement, le niveau d'éducation a de nombreux effets sur les individus qui ne se retrouvent pas au niveau des sociétés. C'est le cas, par exemple, de la participation politique. Plus les individus sont scolarisés, plus ils sont des citoyens actifs et intéressés par la chose politique. Pourtant, au plan collectif, les pays en moyen les plus instruits ne sont pas forcément ceux dans lesquels la participation politique est la plus forte. De la même façon, le niveau d'éducation protège les individus les plus éduqués de la délinquance sans que l'on observe pour autant que les sociétés les plus éduquées soient toujours les sociétés les moins délinquantes. Ce qui fait du bien aux individus n'est pas toujours bon pour la société, et l'inverse est sans doute vrai. Les sociétés les plus intégrées et les plus cohésives ne font pas forcément les individus les plus heureux si l'on en juge par des taux de suicide, de dépression et de recours aux neuroleptiques de certains d'entre elles. Ceci invite à être particulièrement prudent en matière de mesures et de méthodes afin de garder à l'esprit que les indicateurs statistiques retenus ne sont que des indicateurs et surtout que les effets collectifs et les effets individuels de l'éducation doivent être soigneusement distingués. Des sources et des méthodes. La comparaison des sociétés et les systèmes scolaires passe nécessairement par le prisme des indicateurs disponibles. Ce type de raisonnement et de méthodologie s'apparente au benchmarking, à la comparaison raisonnée entre les indicateurs objectifs et subjectifs, les croyances et les opinions, tels qu'ils sont construits par les grandes enquêtes et les grands organismes internationaux, voire l'annexe 1 pour plus de détails.
Cette démarche est aujourd'hui familière, notamment aux économistes qui s'interrogent sur l'efficience des systèmes sociaux, des législations sociales, des modes d'organisation et des investissements publics sur la productivité, l'emploi, l'innovation, le dynamisme économique et même aujourd'hui le bonheur. Le fait de recourir à cette technique d'analyse doit être encadré par, par de fortes par de fortes règles de prudence. Les indicateurs sur lesquels nous travaillons ne sont que des outils qui privilégient certaines dimensions de la vie sociale et on ignore d'autres tout aussi importantes. Ils ne livrent que des tendances moyennes et sont entachés d'erreurs de mesures plus ou moins amples et ne sont donc pas la réalité des sociétés et des systèmes scolaires. En la matière, il est facile de prendre l'ombre pour la proie, comme le montrent bien des recherches qui ignorent tout ce que les enquêtes ne mesurent pas et construisent ainsi de pures fictions statistiques tenues pour des ensembles sociaux réels. C'est le cas par exemple quand on s'efforce de caractériser un ensemble de pays sur la base d'indicateurs isolés. On mettra ainsi en évidence des corrélations significatives entre tel ou tel indicateur. Mais ce n'est pas parce que deux indicateurs sont corrélés que l'un est la cause de l'autre. Le bon niveau des élèves est-il la cause du bon climat scolaire ou est-ce l'inverse? La société n'étant pas une somme d'indicateurs indépendants et additionnables, il convient donc d'aller au-delà de ces indicateurs indispensables dans un premier temps pour raisonner ensuite sur des pays précis pris en compte dans leur totalité culturelle, institutionnelle et historique. En d'autres termes, les sociétés ont des identités et des histoires que ne résument pas les indicateurs sociaux et rien ne remplace les comparaisons limitées à quelques cas approfondis. Il faut donc naviguer entre deux écueils, la mise en évidence plate et purement descriptive de corrélations suggérant trop vite et de manière simpliste que tel type de système scolaire implique tel type de cohésion sociale, et l'affirmation du caractère irréductible et incomparable de la singularité des sociétés. Notre objectif est plutôt de montrer les continuités ou les ruptures entre les systèmes sociaux et les systèmes scolaires. De manière très concrète, il faut aussi être conscient de ce que nombre de corrélations décelées ne sont significatives que du fait d'un ou deux pays atypiques. Il suffit souvent de faire bouger l'échantillon, d'ajouter ou de retrancher deux ou trois pays atypiques pour que la nature des corrélations se transforme du tout au tout. Le raisonnement que nous proposons doit donc être tenu pour indicatif. Il est avant tout un instrument d'analyse comportant nécessairement une part d'abstraction, quelques présupposés normatifs et sans doute quelques inexactitudes tenant à la nature des indicateurs retenus. Le benchmarking est toujours construit comme une comparaison mesurant la distance avec un cas idéal, souvent les sociétés scandinaves qui paraissent à la fois intégrées, cohésives, libérales et économiquement dynamiques. Pour ce qui est de l'enseignement universitaire, ce sont les grandes universités américaines qui occupent cette position puisqu'elles sont en tête de la plupart des classements internationaux. Or, les sociétés ne sont en compétition que dans l'imaginaire des dirigeants et chacune doit être saisie dans sa singularité. Après tout, le fait que le Danemark soit meilleur que l'Italie ne signifie pas que les Italiens aient envie d'immigrer en Danemark. Le soleil, la cuisine, la mer chaude, le football, l'opéra et la beauté des villes peuvent avoir plus de charme que les vertus austères associées à l'excellence économique des Scandinaves. N'oublions pas que les bases de données sont une véritable théorie sociologique en acte par la sélection des paramètres qu'elle propose. En réalité, les indicateurs de cohésion mesurent généralement les attitudes démocratiques positives, libérales et tolérantes qui sont celles des sociétés démocratiques, laïques, individualistes et pluriculturelles. Le fait que ces valeurs nous semblent bonnes à nous qui vivons dans ce type de société ne doit pas nous interdire de voir que des sociétés qui ne partagent pas ces valeurs mais qui adhèrent
à une religion commune, à un patriotisme fort et à des orientations plus traditionnelles peuvent être bien plus cohésives que ne le sont les sociétés libérales modernes et modernes sur le mode occidental. On aura un peu de mal à croire que la Corée et le Japon sont des sociétés peu cohésives, bien que les indicateurs utilisés en la matière les décrivent comme tels. En réalité, les indicateurs sont des modèles normatifs latents construits par des organismes internationaux qui tiennent les sociétés libérales, sociales, individualistes et laïques pour le parangon de toutes les vertus, et de vertus si fortes qu'elles parviendraient seules à tenir les sociétés. Cette règle de prudence énoncée, il reste à utiliser les indicateurs et des données disponibles. Simplement, il ne faut pas en être dupe. Voilà, je viens de finir le premier chapitre. Inch'Allah, في الحلقة المقبلة سأقرأ deuxième chapitre.